le prix de revient du Hajj cette année est de 3 908 000 francs CFA. Le gouvernement, dirigé par le président Patrice Talon, a décidé de faire une subvention de 308 000 francs CFA par pèlerin, ce qui permet d'amener le prix du Hajj standard à 3 600 000 francs CFA par pèlerin. Il inclut bien entendu les frais d'opération des sociétés du Hajj. Donc c'est cela le prix pour cette année. Les autres innovations que nous avons souhaité mettre en place seront partagées après par Aglo, mais très rapidement. Habituellement, nous avons toujours des demandes, des personnes qui partent d'ici, qui payent cher, qui demandent à avoir des traitements VIP, qui ne leur sont pas garantis. Et cela crée, lorsqu'ils arrivent au niveau de Médine et de la Mecque, des frustrations. Et donc cette année, ce qui a été décidé, c'est qu'il y aura une catégorie premium. J'ai parlé tout à l'heure de la catégorie standard, qui est celle qui bénéficie de la subvention de l'État. Il y aura une catégorie premium, donc pour les personnes qui ne souhaitent pas être dans des hébergements avec 4 lits, mais qui veulent être à 2. Il y a un hôtel spécifiquement dédié pour ces personnes où ils auront des chambres de 2 lits. Ils pourront voyager 2 personnes par chambre, qui est limité à 4. Ce qui veut dire qu'il y a des lits supplémentaires qui vont être payés. Malgré tout cela, on maintient le prix du Hajj quasiment stable par rapport à l'année dernière. Tous ces efforts, par la grâce de Allah, ne doivent pas être infructueux. Les sociétés agréées ont un rôle essentiel à jouer dans l'accompagnement, dans l'encadrement des pèlerins. Cette année, l'année dernière, il y a eu beaucoup de clandestins. Il y a eu des sociétés agréées qui ont amené des clandestins. Il y a eu des sociétés agréées qui ont amené des personnes qui détenaient des visas touristes et qui ont essayé de les infiltrer, qui les ont amenés dans nos hôtels en disant que ce sont des Béninois. Cette année, nous serons intraitables sur la question. Les manquements seront sévèrement sanctionnés, aussi bien par les autorités saoudiennes que lorsqu'il y aura retour ici, et les pèlerins qui auront fait cela et les sociétés agréées seront très sévèrement sanctionnés. Parce que c'est une question de respect de la dignité humaine, de respect de la foi de nos compatriotes et de l'image de notre pays. C'est la première chose. La seconde chose, nous travaillons au niveau du COS, au niveau du gouvernement, pour assurer la protection maximale pour nos compatriotes qui vont faire le Hajj. Nous sommes en relation permanente avec les autorités saoudiennes pour nous assurer que tout se passe bien pour nos pèlerins, parce que chaque pays est responsable de ses pèlerins. Je le dis pour simplement dire que ceux qui essayeront d'aller inscrire des pèlerins béninois sur des quotas d'autres pays ou de pays voisins, il faudrait être clair, nous allons communiquer là-dessus. Le Bénin n'offre la protection qu'aux Béninois qui voyagent dans le quota du Bénin. Et c'est important, nous en avons parlé ce matin avec les imams au niveau de l'UIB. Il y aura tout un travail de sensibilisation qui sera fait là-dessus, mais j'ose croire que chacun de vous ici allez porter également ce message qui veut dire que chaque Béninois qui souhaite faire le Hajj doit passer, il y a une plateforme unique, c'est la plateforme Aglo. Les seuls qui sont habilités à enregistrer les pèlerins, ce sont les sociétés agréées au niveau du Bénin, et que le Bénin continue d'accompagner sa communauté musulmane pour la réalisation de ce pilier essentiel de l'islam. Par la grâce d'Allah, nous souhaitons et nous espérons que le Hajj de cette année sera un succès. Je vous remercie. Le défaut de Adrien Humbedji, c'est son incapacité à être stable. S'il était une femme, il aurait changé de mari 4 fois. En politique, on cherche toujours à faire de l'addition. C'est le mot, c'est l'expression courante. Et personne n'aurait voulu voir le président Humbedji
et son parti politique, le PRD, quitter la mouvance. Personne. On ne souhaite pas. Mais lui-même sait, avec le nouveau code électoral, et même avec l'ancien, son parti politique, le PRD, ne peut plus avoir des députés. Même avec l'ancien code, n'a pas pu totaliser 10% sur le plan national. Il y a moins de 5%, je crois bien. C'est pour ça qu'il n'a pas pu avoir de députés à l'Assemblée. Alors, par conséquent, aujourd'hui, qu'il prenne le risque de quitter la mouvance, ça ne l'arrange pas. Et même, avec ces 5%, il rejoignait l'opposition, c'est-à-dire les démocrates, ça ne donnait rien du tout. Il n'y aura pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Donc, j'espère que l'intelligentsia politique qui entoure Mbedi le conseillerait pour qu'il ne franchisse pas, qu'il n'aille pas vers cette nouvelle aventure. Dans le cas actuel, la malchance de Mbedi et même de l'opposition, c'est l'évidence de la réussite du mandat du président Talon. Le vrai problème de la mouvance, c'est ça. Le bilan. Le bilan. Il faut que les politiciens qui s'agitent comprennent l'âme d'un peuple. Je me rappelle, en 2000, je crois que c'est en 2011, mais tous les hommes politiques s'étaient entendus pour faire tomber Yahya Boni, candidat. Mais le peuple voulait de Yahya Boni. Mais lorsque tu réunis la foule pour dire Yahya Boni n'est pas bon, tu applaudis. Mais moi-même, je réunissais du monde, je dis oui, il va partir. Yahya Boni ne vaut rien, il va partir. Je parlais il a volé, il sait ses services, machin. Tout le monde trouvait qu'il fallait faire partir Yahya Boni. Mais le jour du vote, dans mon propre bureau. Vous avez été battu. C'est-à-dire qu'au moment où Yahya Boni était à 300 voix, tous les autres étaient à 20, 10. Monsieur Jean-Louis. Donc c'est pour vous dire qu'il faut se méfier des effets de foule. Ce n'est pas parce que lorsque Yahya Boni aujourd'hui se balade, on voit les foules, que cette foule est d'accord avec. Les gens savent l'impact du bilan du président Patrice Talon sur leur quotidien. Donc, quel est le peuple que vous... Est-ce que vous connaissez un peuple où le peuple ne râle pas? On ne râle pas contre son président, ne râle pas contre la gouvernance. On râle toujours, quel que soit le pays que vous voulez. C'est vrai, au début, juste à l'arrivée du président, c'est tout beau, mais après 1 an, 2 ans, on râle. Ce n'est pas parce qu'on râle qu'on est contre le président. Dans une république, il y a des gens qui sont exemptés de prison. Lorsque quelqu'un vole un vélo, il vole une moto, on l'emprisonne. Et on va dire demain, il faut le sortir parce il est le fils du DA. Mais non. Au thème des dispositions du décret 86-216, du décret portant réglementation générale des instruments de mesure au Bénin, il est dit qu'avant la mise en service de tout instrument de mesure, il y a ce que nous appelons la vérification primitive. Autrement dit, l'utilisateur doit se rapprocher des services de l'ANM pour faire certifier son instrument de mesure, avoir l'étiquette verte en cours de validité de l'ANM avant la mise en service. Autrement dit, vous tombez sous le coup des tests et nous vous appliquons la sanction. La deuxième chose, c'est qu'au bout d'1 an, réglementairement, vous avez l'obligation de vous rapprocher à nouveau des services de l'ANM pour faire ce que nous appelons cette fois-ci la vérification périodique. Et là, on s'assure que la vérification qui a été faite il y a 1 an est toujours d'actualité, c'est-à-dire que l'instrument de mesure est toujours en bon état de fonctionnement. Là, nous faisons de la vérification périodique. Maintenant, entre la vérification primitive et périodique, il se peut que l'ANM descende sur le terrain pour faire des descentes, des contrôles inopinés, pour voir si les instruments continuent toujours. Parce qu'il y a des vendeurs ou des commerçants véreux qui agissent sur les instruments de mesure. Donc, c'est pour ça que nous avons l'obligation de descendre pour faire la surveillance des instruments de mesure au niveau des points de vente. Et c'est ça, parfois, qui amène à des saisies, à des sanctions. Et parfois,
les gens ne vérifient pas du tout, c'est-à-dire n'ont pas fait la vérification primitive et on fait des saisies. C'est l'ANM qui s'occupe de la coordination des travaux d'élaboration des normes béninoises. D'accord? Oui, vous arrive d'entendre parler des normes ISO à l'international. Il y a également les normes NB, c'est-à-dire les normes nationales. C'est l'ANM qui s'occupe d'élaborer ces normes béninoises. Et c'est lors de nos descentes inopinées que nous avons fait ces saisies-là. Au port de pêche de Cotonou, il a été constaté qu'aucun des instruments de mesure des balances qui servent à vendre du poisson aux consommateurs, aucun n'a subi de vérification primitive. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les vignettes vertes de l'ANM. Pour reconnaître qu'un instrument de mesure est vérifié, certifié par l'ANM, c'est que vous devez voir au niveau de l'afficheur et la vignette verte en cours de validité de l'ANM. C'est ça qui vous indique que l'instrument a été vérifié par les services et certifié par les services de l'ANM. Là-bas, aucune étiquette, ça veut dire que avant la mise en service de ces instruments, ils n'ont pas fait la vérification primitive et en tant que tel, et ces bonnes dames sont tombées sous le coup des tests réglementaires et dans ce sens, nous avons appliqué les tests, nous les avons amendés et nous procédons à la revérification de ces instruments de mesure avant leur remise en service. C'est ce que nous faisons. Au marché de Maoulé, comme vous l'aviez dit tantôt, c'est également la même chose. Là-bas, il s'agit des bascules. Nous avons également constaté qu'aucune vérification primitive par les services de l'ANM n'a été faite parce qu'il n'y avait pas les vignettes de l'ANM. Et après constat, nous avons réalisé effectivement qu'il n'y avait pas les vignettes de l'ANM et nous avons procédé à la saisie. Nous avons fait appliquer et les tests également au niveau des amendes. Et puis on procède à la revérification de ces bascules et nous mettons maintenant les vignettes vertes de l'ANM. Et c'est ça qui doit pouvoir rassurer et les consommateurs et les vendeurs eux-mêmes. De toutes les façons, nous devons nous assurer que les instruments qui servent dans les installations commerciales au niveau des points de vente doivent être des instruments certifiés. Et c'est le mot d'ordre que l'autorité budgétaire a donné. Et nous devons continuer dans ce sens. Les sanctions, nous allons les faire, mais nous continuons en même temps avec les sensibilisations. Je vous l'ai dit, nous allons dans les marchés modernes, nous avons déclenché une campagne de sensibilisation pour leur dire désormais, si vous n'avez pas encore vérifié vos instruments de mesure, rapprochez-vous de nous pour le faire parce qu'après, nous allons procéder aux sanctions, aux saisies et aux sanctions. C'est ça. Alors, je voudrais également demander aux consommateurs d'être vigilants. Dans tous les points de vente ou les lieux de vente, lorsque vous y allez et qu'on devait vous servir un produit à travers un instrument de mesure, exigez d'abord de voir les vignettes vertes de l'ANM sur l'instrument de mesure en cours de validité. Exigez de voir sur les afficheurs ou les cadrans des instruments de mesure les vignettes vertes de l'ANM en cours de validité avant d'accepter de vous faire servir par ces instruments. Vous avez également la possibilité de saisir l'ANM pour que nous puissions descendre sur le terrain et pour faire ce qui est de notre devoir. Les autorités du Niger ont révélé la tenue des assises nationales. Elles auront lieu du 15 au 19 février à Niamey pour définir la durée de la transition en cours. Cette période de discussion cruciale sera marquée par la présentation d'un avant-projet d'un document crucial, la charte de la transition. Une commission nationale a également été mise en place pour superviser ces assises, avec pour mission examiner la situation et proposer des recommandations concrètes. La commission, qui inclut des experts de divers horizons de la société civile aux militaires, est structurée en 5 sous-commissions traitant des sujets tels que la paix, la sécurité, la réconciliation nationale et la refondation politique. Réunis à Dar el Salam ce samedi, les chefs d'État d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans l'Est du Congo où sévit le M23. Le président congolais Félix Tshisekedi a assisté au sommet par vidéoconférence. Le chef de l'État rwandais Paul Kagame a quant à lui fait le déplacement. Les deux dirigeants ont été exhortés à entamer un dialogue pour le retour de la paix. Le temps de l'action est venu. La vie de millions de personnes dépend de notre capacité à naviguer dans cette situation complexe et difficile, avec sagesse, clarté d'esprit et empathie pour les millions de personnes dont la vie et les moyens de subsistance ont été plongés dans l'incertitude. Tandis que Paul Kagame déplore la présence de troupes sud-africaines parmi les soldats de la paix, déclarant que cela pourrait aggraver le conflit au Nord Kivu, le président Tshisekedi refuse fermement toute discussion avec les rebelles. I am confident
Excellence, je suis certain que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le dialogue n'est pas un signe de faiblesse. Il témoigne de notre sagesse et de notre force collective, à la fois en tant que dirigeants et en tant que communauté. Il montre notre capacité à formuler les problèmes avec patience et clarté, à nous écouter les uns les autres, à mener des consultations approfondies en vue d'un objectif commun et à négocier patiemment jusqu'à ce que nous parvenions à un meilleur résultat que celui amer d'une effusion de sang. Vendredi dernier, la réunion Guinée équatoriale de la communauté économique des États de l'Afrique centrale a abouti à des revendications similaires. Retrait immédiat des troupes rwandaises du Congo, ainsi que la réouverture de l'aéroport pour faciliter l'accès à l'aide humanitaire. Dans cette ferme du comté de Kitui au Kenya, Esther Moulou et sa famille cultivent les matières premières nécessaires à leur alimentation. Les changements climatiques ont pourtant modifié leurs habitudes. Pour la femme de 69 ans, ses 7 enfants et ses 25 petits-enfants, le quotidien est devenu plus difficile. Actuellement, nous faisons face à une sécheresse et nous ne savons pas où trouver de la nourriture. Il y a quelque temps, nous recevions de l'aide alimentaire, mais elle ne vient plus désormais. Nous allons peut-être devoir serrer la ceinture car il n'y a plus de provisions. Maintenant, nous prendrons de la bouillie le matin et attendrons le gros repas du soir ou celui du lendemain. Si vous pouvez faire des recherches et inventer une technologie pour mettre fin au risque de famine, personnellement, je serais très heureuse. À l'Université de Californie, des chercheurs ont justement développé un outil d'intelligence artificielle capable d'aider les communautés à mieux gérer les mauvaises récoltes et à prévenir les cas de malnutrition. Aujourd'hui, nous avons la capacité d'intégrer beaucoup de données, de les utiliser et d'en tirer de la valeur. Avant, elles servaient à faire des rapports sur des événements passés, mais désormais, nous avons l'opportunité d'utiliser les données pour prédire des phénomènes et apporter plus de valeur. Le troisième composant est vraiment la mobilisation des ressources. Si nous pouvons construire un dossier avec des éléments précis, nous pourrons obtenir des ressources en interne et en externe, car nous serons en mesure d'identifier le besoin en avance. Le principal inconvénient d'un tel projet est le coût. Des recherches qui pourraient impacter le quotidien de milliers de familles qui dépendent de l'agriculture. Une barbe blanche et une forte personnalité, connue et appréciée des Namibiens. Sam Nujoma, fervent défenseur de la paix et tout premier président de la Namibie, s'est éteint à l'âge de 95 ans. L'annonce de son décès a été faite par l'actuel président Nongolo Mbumba, qui a déclaré que sa mort est survenue samedi dans la soirée, après une longue hospitalisation. Sam Nujoma, que beaucoup appellent le père de la nation, était respecté dans son pays. Figure paternelle, il a conduit la Namibie à la démocratie et à la stabilité après une longue période de domination coloniale par l'Allemagne et une guerre d'indépendance contre l'Afrique du Sud. En tant que leader du mouvement indépendantiste, il a passé près de 30 ans en exil avant de rentrer au pays pour les élections parlementaires en 1989. Ce premier scrutin démocratique du pays a conduit à son élection en tant que président quelques mois plus tard, en 1990, alors que l'indépendance de la Namibie était confirmée. Un club de remise en forme en plein air dans un cimetière. Face à la pénurie de salles de sport dans le pays, ce groupe a décidé de s'adapter. Danser au milieu des pierres tombales n'est pas un frein. Pour eux, il s'agit même d'un rappel sur l'importance de prendre soin de son corps et de sa santé. Je pesais 86 kilos et j'avais du mal à me tenir debout. J'avais du mal à respirer rien qu'en marchant dans ma maison. Aujourd'hui, je ne pèse que 76 kilos et je peux marcher sur de longues distances. Des squats, des fentes et des étirements pendant 1 heure, ces sportifs amateurs dépensent des calories, évoluant au rythme de musiques entraînantes.
Faire du sport pour se retrouver en groupe et partager un bon moment, mais aussi pour sa santé. Les gens sont scotchés à leur télévision, leur téléphone et leur ordinateur portable et oublient ainsi que l'exercice est d'une importance capitale dans leur vie. La pratique d'une activité physique est vivement recommandée par les médecins. C'est aussi ce qui a motivé Joseph Nekati à devenir coach. Si aujourd'hui j'ai la motivation d'entraîner ces femmes âgées, c'est à cause de mon expérience personnelle. Ma mère souffrait d'hypertension artérielle et de diabète, ce qui a entraîné un AVC qui l'a tuée le 5 janvier 2023. Cela m'a tellement fait mal que j'ai décidé avec ma collègue d'inciter les femmes âgées à faire de l'exercice et de les aider à rester en forme. Musi 5 January 2023 munguva iyoyo pazvakaitika sekudaro zvinhu zvakandirwadza ndobva zvandibata moyo zvakanyanya. Au Zimbabwe, les maladies non transmissibles représentent 40% des décès annuels. Selon l'OMS, elles sont responsables de 41 millions de décès dans le monde chaque année, soit un taux de 74%. Dans ce marché sud-africain, la plupart des habitants n'en reviennent toujours pas et se questionnent sur la décision du président américain de sanctionner le pays. Donald Trump a signé ce vendredi un décret mettant fin à toute aide apportée à l'Afrique du Sud. Il évoque une violation des droits de l'homme à l'encontre d'une minorité blanche pour justifier cette décision. There's no such thing that I've read or experienced or seen on our social media in South Africa that Il n'y a rien que j'ai lu, vécu ou vu sur les réseaux sociaux en Afrique du Sud qui évoque une quelconque maltraitance envers les Blancs dans ce pays. Trump aurait dû venir sur place pour essayer de voir ce qui se passait par lui-même et ne pas se contenter de croire un Elon Musk qui n'a pas vécu dans ce pays depuis très longtemps et qui ne connaît même pas les Sud-Africains. La répartition des terres en Afrique du Sud est une question complexe et très sensible qui soulève des problématiques raciales depuis plus de 30 ans. Nous devons porter notre propre responsabilité, d'accord, et je crois que pour un pays en développement, nous portons notre propre responsabilité. Nous avons besoin du soutien des pays extérieurs, mais ce soutien doit être sans conséquence ni limite. Vous savez, nous devrions accepter le soutien qui nous est accordé sans aucune restriction, qu'il s'agisse de la Chine ou des États-Unis. Le soutien doit servir à aider les gens et non à influencer le pays sur le plan politique. Selon l'administration américaine, le gouvernement sud-africain aurait autorisé des attaques violentes contre les communautés agricoles afrikaners. Il leur est également reproché de soutenir de mauvais protagonistes dans le monde, notamment le Hamas, la Russie ou encore l'Iran. Près de 50 corps retrouvés dans 2 fosses communes dans le désert libyen. Le premier charnier, contenant 19 corps, a été découvert vendredi dernier dans une ferme de la ville de Koufra, dans le sud-est du pays. En proie à une crise politique et sociale depuis plus de 10 ans, la Libye sert de passerelle pour les candidats à l'immigration clandestine vers l'Europe. Selon l'organisation caritative Al-Abrine, qui aide les migrants dans l'est et le sud de la Libye, la plupart ont été tués par balles avant d'être enterrés. Une autre fosse commune, contenant au moins 30 corps, a également été découverte dans un centre de trafic d'êtres humains. Des personnes rescapées ont indiqué que près de 70 personnes avaient été enterrées. Pour les autorités, le travail de fouille se poursuit. Les charniers de migrants ne sont pas rares en Libye. En 2024, les autorités ont déterré les corps d'au moins 65 migrants dans la région de Chouaïrif, à 350 km au sud de la capitale, Tripoli. Le leader spirituel des musulmans ismaéliens, l'Aga Khan IV, a été inhumé dimanche dans la ville égyptienne d'Aswan. Sa famille et ses proches ont honoré sa volonté en le rejoignant dans ce lieu symbolique, près de son grand-père et de sa grand-mère. Le prince Karim laisse derrière lui un héritage spirituel et humanitaire. Nous adressons nos condoléances à la communauté ismaélienne suite au décès du prince Karim Aga Khan. À l'ouverture de son testament, il a été révélé qu'il souhaitait être inhumé ici à Aswan, aux côtés de son grand-père, le sultan Mohammed Shah, et de sa grand-mère, la Begum Habiber.
Hier, nous avons accueilli sa famille à l'aéroport international d'Aswan. Cette cérémonie fait de la ville d'Aswan un lieu de mémoire pour les Ismaéliens et marque la fin d'une ère pour la famille Aga Khan. Le prince Karim est décédé soudainement le 4 février à 88 ans. Il sera succédé conformément à son testament par son fils Rahim Al-Roussaïni, âgé de 53 ans.